très rapidement, moi je propose de passer la parole sur les enjeux climatiques et la condition climat à Christine Poilly, pour un temps limité. Merci Lévin. Je crains malheureusement d'être beaucoup moins drôle que l'Église. Alors le dernier rapport du GIEC, qui a été approuvé par une immense majorité de scientifiques du monde entier, nous alerte à nouveau sur l'urgence climatique. Plus 4,8 degrés si nous continuons dans cette voie d'ici la fin du siècle. Les conséquences de ces changements sont connues et déjà visibles sur la planète. L'insécurité alimentaire, la biodiversité en chute libre, les migrations contraintes, l'acidification des océans, etc. Et si rien n'est fait, la situation pourrait encore s'aggraver et à terme, c'est l'humanité tout entière qui est menacée. Même si ce rapport préconise de laisser 80% des énergies fossiles déjà connues sous terre, les lobbies pétrogaziers s'acharnent à nous imposer une production toujours croissante. Le pic de pétrole leur a servi à justifier la ruée vers les énergies non conventionnelles, les gaz de schiste par exemple, dont l'extraction est très polluante. De la même façon, la fermeture des centrales nucléaires les plus dangereuses n'est toujours pas à l'ordre du jour. Et des projets les plus fous et les plus coûteux, EPR, ITER, etc., visent à prolonger la vie de ces industries, à haut risque. Le lobby de l'agro-industrie, grand pourvoyeur de gaz à effet de serre, via les élevages industriels, il y a 29 projets en France, et via les engrais, les pesticides, etc., tente de nous imposer partout des fermes-usines. L'industrie du plastique a fini par générer un nouveau continent de déchets et l'extractivisme forcené sur les métaux est en passe d'épuiser la ressource, notamment sur les métaux rares. Face à ces crises, les multinationales nous proposent des solutions, à nos yeux, technoscientistes, qui ne servent qu'à prolonger leur business. Il s'agirait de mettre en place une industrie réparatrice de la planète, avec de lourds profits à la clé, bien sûr. Par exemple, des bactéries OGM pour nettoyer le pétrole que nous avons jeté un peu partout, de la géo-ingénierie pour limiter l'effet de serre. Aussi, dans le Nord-Pas-de-Calais, la révolution verte, des objets intelligents, des robots qui peupleraient notre quotidien, soi-disant pour économiser de l'énergie. Mais surtout, les marchés carbone qui visaient à limiter les émissions de gaz à effet de serre des entreprises et les marchés des compensations censés réparer les dégâts que les entreprises causent ailleurs via les grands projets inutiles ou les transports toujours plus grands, toujours plus déployés, toujours plus vite, ont été de ferrés cadeaux aux pollueurs. Non seulement cette voie du capitalisme financier prédatrice de l'environnement épuise les ressources de la planète au mépris des générations futures, mais il est aussi basé sur l'injustice sociale. Ici et partout dans le monde, 90 entreprises sont à elles seules responsables de 60% des émissions de gaz à effet de serre depuis qu'elles sont comptabilisées, et 20% de la population consomme 80% de l'énergie produite. Presque tous les gouvernants de ce monde, à la solde du pouvoir de la finance et des multinationales, ont montré leur incapacité à résoudre les crises écologiques, sociales et démocratiques. 20 ans après Rio, les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître et aucune décision contraignante n'a encore été prise. Et il y a fort peu de chances pour qu'une décision contraignante soit adoptée au moment de la COP21 qui aura lieu à Paris en décembre prochain, même si, bien sûr, il faut mobiliser. Autistes, nos gouvernants continuent à courir après la croissance, une croissance illusoire, sans jamais dire qu'un point de croissance économique produit 0,7 points de gaz à effet de serre.
Ils ont été dans la même incapacité à résoudre les problèmes de la faim dans le monde, de l'injustice sociale, à lutter contre la concentration du pouvoir et de l'argent. Il faut dire que la porosité entre le monde de la finance et des multinationales et celui des décideurs politiques ne laisse pas présager d'une lutte contre le pouvoir des multinationales à la hauteur des enjeux. D'ailleurs, les accords transatlantiques, qui sont négociés un peu partout dans le monde, pourraient bien encore aggraver à la fois la crise climatique et l'injustice sociale. Bref, les plus riches ont bien l'intention de continuer à se goinfrer sur le dos des peuples et sur le dos de la planète, comme si leur profit indécent les déconnectait de la réalité. Pourtant, d'autres voies sont possibles. Relocaliser nos productions et nos consommations permettrait de reprendre le contrôle de nos territoires et de les sortir des griffes de la finance. Et aussi de baser les relations entre les peuples sur la solidarité et non plus sur la compétition. Plus délocalisation d'emplois, plus délocalisation de nos déchets, de nos émissions de gaz à effet de serre. Reprendre en main la finance est un enjeu majeur, y compris pour en finir avec la crise des dettes en Europe. S'acheminer vers une société réellement plus sobre en énergie et certes nécessite une profonde modification de nos modes de vie basés sur un consumérisme débridé, mais peut créer des millions d'emplois. Isoler les bâtiments, démanteler les centrales nucléaires, réinstaller des paysans, des artisans, des petits commerces, des millions d'emplois. Nous, syndicalistes, mouvements sociaux et mouvements environnementaux, luttons tous contre la logique d'un capitalisme qui concentre toujours plus les richesses, les pouvoirs et qui broie la planète et les droits fondamentaux des êtres humains. Aussi, ce dont nous avons besoin, c'est d'une convergence de toutes ces luttes. Une réflexion commune est nécessaire pour reprendre la main sur le partage des richesses et des ressources. Et donc, reprendre la main sur le champ politique. C'est le sens de la coalition climat en France, mais c'est aussi le sens de sa déclinaison régionale dans le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est la condition nécessaire pour une véritable émancipation de tous les peuples. CETA, APE, de quoi parle-t-on? Plus fort. Je disais TAFTA, CETA, TISA, APE, de quoi parle-t-on? Ben, ce sont ces projets d'accords dits de libre-échange qui en fait ne libèrent personne, sauf ceux qui en sont les initiateurs, c'est-à-dire les multinationales. Ces multinationales ne sont pas leur coup d'essai. De nombreux accords de libre-échange existent à travers le monde, dont l'un qui est vieux de 20 ans, qui est l'ALENA. L'ALENA qui a été conclu entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et l'enseignement de ces 10 ans de cet accord de libre-échange est un peu désastreux, je dirais que c'est un euphémisme, c'est très désastreux, notamment en matière d'emploi. Ces accords dits de libre-échange ne sont pas de simples accords sur le commerce et l'investissement, loin de là. Ils s'arrogent un pouvoir législatif et juridique. Alors, un pouvoir législatif en touchant aux lois, aux règlements, aux normes, à la place des représentants élus des États, et un pouvoir juridique aussi, en arbitrant des différends qui peuvent exister entre des États et des multinationales, notamment au moyen d'un mécanisme d'arbitrage privé qui est nommé ISDS dans le jargon bruxellois. Un pouvoir législatif et juridique que pourtant les États et leur Parlement ont été d'accord pour inclure dans le mandat de négociation confié à la Commission européenne en 2013. Je parle là de l'accord TAFTA, du projet d'accord TAFTA, dont on parle plus souvent que les autres. Pourquoi? Parce qu'il est conclu entre l'Union européenne et les États-Unis, ce qui représente 2 poids lourds en commerce international, ça représente un tiers du commerce mondial.
Oui, une majorité de parlementaires nationaux et européens ont acté le fait d'être dépossédés de leurs prérogatives, puisqu'on leur prend, les multinationales leur prennent le pouvoir législatif et juridique. Ça paraît surprenant, je dirais, moi, que c'est plutôt inquiétant. Alors tout cela se fait dans la plus grande opacité, dans le cercle restreint des négociations, lors de rounds de négociations qui ont tantôt lieu à Bruxelles, tantôt à Washington. Alors, alertés par des fuites, un petit groupe de personnes particulièrement informées ont été effrayés de ce qui se trame dans ce cénacle de négociateurs. Ce petit groupe de personnes s'est étoffé grâce à des publications, des conférences, des débats, des manifestations. Certains médias se sont même ouverts à ces projets d'accords de libre-échange, certains seulement, car pour une majorité des médias, cela n'est jamais abordé. La Commission européenne dit aujourd'hui vouloir aller plus loin dans la transparence. En fait, il ne s'agit que d'une pseudo-transparence. Les textes publiés sont des propositions, mais ne reflètent pas la réalité des négociations. Cécilia Malmström, la commissaire européenne chargée du commerce international à Bruxelles, tient des propos tranquillisants. Elle est d'ailleurs passée un peu de temps à France Inter pour tenir devant les auditeurs de France Inter ces propos tranquillisants. Ces mêmes propos qui sont tenus aussi par certains élus. Seraient-ils mal informés, ces élus, ou sont-ils plus sensibles à ceux qui, comme notre secrétaire d'État au commerce extérieur, Matthias Fekl, tient un discours fluctuant, notamment sur l'ISDS, qui est ce mécanisme de règlement des différends. Nous pensons que nos élus ont un déficit d'information, comme la plupart d'ailleurs des citoyens européens. Les maires, par exemple, les maires des communes, ne savent pas que leur commune est concernée par le mandat de négociation, que leur commune peut être attaquée par une multinationale. Ces maires ne savent pas qu'ils auraient excessivement du mal à se défendre. Les frais d'arbitrage pour se défendre et les amendes s'ils perdaient seraient considérables. Donc les maires n'auraient en fait d'autre choix que d'obtempérer face à la volonté des multinationales. C'est pour cette raison qu'a été lancée l'opération qui consiste pour une collectivité locale ou territoriale de se déclarer hors TAFTA, hors CETA. C'est une déclaration certes symbolique, mais elle contribue à construire le rapport de force et sert aussi à créer la prise de conscience des habitants de ces communes. C'est en réaction à ces projets d'accords de libre-échange que s'organise le mouvement social au travers de la création de collectifs Stop TAFTA, comme on existe à Lille, mais d'autres dans la région et partout en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada et ailleurs en monde. C'est en réaction à ces projets d'accords de libre-échange qu'une campagne de pétition a pu recueillir à ce jour plus de 1 500 000 signatures en Europe et continue à en recueillir. D'ailleurs, sur la table du collectif Stop TAFTA, vous trouverez des pétitions à votre disposition. Face à nous, le rouleau compresseur de l'Union européenne avance vite. En France, le CICE, le pacte de responsabilité, la loi Macron contiennent des dispositions voulues dans ces projets d'accords de libre-échange. Les lois françaises prennent les devants. Les multinationales sont devenues les véritables maîtres du monde. Et si vous voulez vous en persuader, il y a le dernier livre de Suzanne Georges qui en fait la démonstration. La Troïka, c'est l'exécuteur des basses œuvres. Les États, leur inspirateur et leur caution. La dette, leur moyen de pression. Le chômage et la peur du déclassement, un puissant anesthésiant des mouvements sociaux. Des deux côtés de la frontière, ce sont à des rythmes différents, avec des ampleurs de régression différentes, que les maîtres du monde avancent avec leurs complices. Mais c'est la même direction qui est suivie, celle d'une régression généralisée pour les peuples. L'austérité, la dette, les accords de libre-échange, même combat. En Belgique, en France, mais aussi partout dans le monde, même combat. C'est ensemble que nous pourrons les arrêter. Chiara se prépare. Il faut ajouter que sur cette campagne contre les divers traités libéraux au plan international, il y aura une grande journée mondiale d'action et d'intervention le 18 avril
en France, en Belgique, partout en Europe, aux États-Unis, et que bien évidemment nous appelons l'ensemble des participants, mais l'ensemble des organisations à s'unir autour de cette campagne mondiale et internationale. Je passe maintenant la parole à Cara Filoni du CADTL. D'abord, je voulais dire qu'on est très content d'être ici et d'avoir accepté l'invitation de Santé Solidaire. Donc moi c'est Chiara et je viens du CADTL, donc les comités pour l'annulation de la dette du tiers-monde, pour ceux et celles qui ne les connaissent pas. C'est un réseau qui est né en 1980, donc il y a déjà 25 ans aujourd'hui. Et tout au début, donc on est né parce qu'il y avait une grosse crise de la dette dans les pays dits en voie de développement. Et donc nous, on voulait apporter une analyse et une vision radicale par rapport à cette crise de la dette. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y avait l'austérité comme aujourd'hui. Il y avait ce qu'on appelait les mesures d'ajustement structurel, qui est la même chose que ce qui se passe aujourd'hui avec l'austérité. Donc, ces pays-là devaient appliquer, par exemple, l'ouverture commerciale, donc devaient supprimer les barrières douanières, devaient s'ouvrir au commerce, devaient accepter tous les produits qui venaient d'Europe, et donc tout ça, toutes ces mesures-là ont détruit les économies de ces pays. Tout ça à cause de la dette. Donc, si vous voulez, la dette était les chantages par lesquels l'austérité passe. Et aujourd'hui, en Europe, ça se passe exactement la même chose. C'est pour ça qu'à partir de 2007-2008, nous, on travaille aussi sur la crise en Europe. Donc, on essaie d'analyser cette crise, on essaie de proposer des alternatives, parce qu'il faut le dire, il y a des alternatives, et nous, on les propose tous les jours. Donc, l'essence de notre présence ici ce soir est bien claire. Nous, on fait le lien entre la dette et l'austérité. Donc la dette, pour nous, c'est la cause de l'austérité. L'austérité est appliquée parce que nos politiciens nous disent qu'on a vécu au-dessous de nos moyens, et sauf que cette austérité, à son tour, cause encore plus de dettes. Donc il y a tout un cercle vicieux qui s'entame et que ça ne va pas se résoudre si on n'annule pas des dettes. Pourquoi j'utilise ces mots, j'emploie ces mots-là? Parce que nous, on pense qu'il y a certaines dettes qui sont utiles, donc les dettes qui servent par exemple à construire des hôpitaux, aux services publics, à l'éducation, etc. Mais il y a certaines dettes qui viennent de la spéculation financière, par exemple, qui sont servies pour des grands projets inutiles. Et cette dette-là, nous, on n'en veut pas. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut briser les cercles vicieux du système dette. Et il faut, et les CADTM avec d'autres collectifs anti-dette poussent pour que les États comme les citoyens luttent contre la dette illégitime. Et donc qu'est-ce qu'on propose? On propose ce qu'on appelle les audits de la dette. Un audit, c'est une enquête précise dans l'endettement d'un État ou d'une entité publique, par exemple une région, la province, la commune. Et on veut analyser trait par trait à quoi ça servit les prêts, donc à quoi ça servit la dette, si ça servit pour la population, ça servit pour, par exemple, un gros projet inutile, ou alors ça vient d'une spéculation, d'un taux d'intérêt trop élevé, uxuraire, on va dire. Et donc, pour nous, tous ces dettes-là doivent être annulées. Alors, un audit, ça peut être parlementaire, par exemple, non, comme ça a été le cas pour le Brésil dans les années 80. Ça peut être législatif, donc c'est les gouvernements qui entament un audit. Toutes les administrations publiques peuvent entamer un audit et le font pour vérifier les comptes. Ça peut être gouvernemental, comme c'était le cas en Équateur en 2007, en 2008. Et donc, le gouvernement coréen en 2008 a dit, nous, on a entamé une commission d'audit, on a découvert que 80% de notre dette était légitime parce que ça venait d'un gouvernement odieux, donc d'une dictature, et on ne va pas faire payer la dette à la population parce qu'il y avait un dictateur qui a accumulé cette dette. Nous, aujourd'hui, vu la situation actuelle européenne, on pense que ce qui est envisageable, en tout cas pour la plupart des pays de l'Europe, c'est des audits citoyens. Donc, des citoyens qui se mettent
qui se mettent ensemble et qui se disent, nous, on veut plus de transparence, nous, on veut analyser ce qui se passe dans notre pays, nous, on veut une participation citoyenne de la chose publique et au final, on veut plus de démocratie. C'est à travers cet outil, donc pour nous, c'est l'outil privilégié pour combattre ces systèmes d'aide et enfin pour combattre un instrument du système capitaliste, d'un système qui est productiviste, parce que ça nous oblige à produire de plus en plus, hein, on l'a vu avec la pièce de théâtre, il faut consommer, produire et puis mourir. Il faut, pour combattre ces systèmes néolibéraux, pour combattre ces systèmes extractivistes et au final pour combattre ces systèmes patriarcaux. Et donc, c'est que tous ensemble, avec toutes ces luttes-là, avec les luttes contre les TAFTA, les luttes contre la dette illégitime, les luttes contre tous les projets inutiles, qu'on va combattre ces systèmes capitalistes. Le libre-échange, c'est tout le temps. Peut-être, dans la salle, on sera surpris d'apprendre que l'Union européenne a mis en place un programme qui s'appelle REFIT en Europe. Et c'est un terme barbare britannique qui s'intitule Regulatory Fitness and Performance. Ce programme européen vise à simplifier la législation européenne. Et chaque fois qu'il y a un débat sur le TAFTA, entre les multinationales et les États, ça donne des idées au gouvernement européen. Par exemple, pour nous prendre en France la loi Macron. Mais tout ça, c'est dans un cadre d'un programme européen, bel et bien existant. Et un Macron, c'est la décalcomanie de fitness et performance. Fitness, c'est la cure d'amaigrissement, et la performance, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Pour débattre de cela, il y aura un débat à Roubaix le 11. Le 16 mars, hein, à l'initiative d'Attaque Roubaix, en co-organisation avec Solidaire, hein, et nous vous invitons à participer à cette initiative qui aura lieu au Théâtre Pierre de Roubaix. Voilà. À 19h. Il fait tout mon travail. Hein, c'est exceptionnel. Voilà. Donc on va maintenant passer la parole à Dominique Moreau, qui nous vient de Tournai, une grande association citoyenne qui vient de se créer, tout autre chose, qui a un pendant en Flandre, hein, et elle va se présenter elle-même, elle va présenter cette mobilisation citoyenne en Belgique, qui a été un exemple, y compris pour nous, pour tenter de faire une initiative alternative dans la tradition de ce qu'il faut en Belgique. Bien, bonsoir tout le monde. Donc effectivement, quand j'ai reçu le mail avec la proposition de l'organisation d'aujourd'hui, j'ai évidemment souri parce que l'appel était largement inspiré d'une autre, celui de toute autre chose. Je ne suis pas venue seule, il y a une organisation frère de la nôtre qui d'ailleurs nous a précédés et qui s'appelle Art Bovenart, qui est flamande. Et donc Joséphine Lecluse, qui est à côté de moi, vient de Art Bovenart Kortrijk, Courtrai pour les francophones que vous êtes. Voilà, donc on va un petit peu vous expliquer assez rapidement, malheureusement, comment nos deux mouvements citoyens qui en fait fonctionnent ensemble, on pourrait dire que c'est le même, avec une version francophone et une version flamande, comment ils sont nés. Je vais laisser la parole à Joséphine qui va vous expliquer, puisque les Flamands ont commencé avant nous. Ok, merci. Désolée pour mon français, je vais faire de mon mieux. Mais Art Bovenart est né en septembre 2014. Et c'est un peu une réaction sur les déclarations de nos nouveaux gouvernements, flamands et nationaux, et après aussi wallons. Eux, ils disaient toujours que c'était la seule option, leurs idées. Mais nous, comme Art Bovenart, on pense qu'il y a vraiment des alternatives qu'ils ne veulent pas avoir. On a écrit une déclaration avec toutes ces alternatives qu'on pense. Et jusque sur la date de maintenant, il y a 1200 organisations et 15 000 citoyens qui ont signé cette déclaration.
Et c'est un champ, les signateurs sont très transversales. C'est par exemple des artistes, des gens qui travaillent avec l'immigration, les organisations de jeunesse, les syndicats, les associations de sport, tous ceux qui sont dupés des gouvernements. Et on cherche, au début, on a cherché pendant l'automne, d'informer les gens à travers des soirées de débat à Bruxelles, Gand et Anvers, après aussi dans les cités un peu plus périphériques comme Courtrai. Et on a aussi, en novembre et décembre, on a soutenu toutes les actions des syndicats. Il y a eu des grèves, des manifestations, on était là, mais pas très actifs, on était là avec, au bord de la rue, avec des flyers, avec de la soupe. On a visité les usines où il y avait des grèves avec la soupe pour soutenir les actions des syndicats, parce qu'on trouve que c'était important de soutenir les protestes, chaque proteste. Et c'est à partir de décembre qu'on a cherché de prononcer, de créer notre propre voix. On a formulé 10 vœux pour une nouvelle société. Et on a aussi eu la chance qu'en Wallonie est née aussi l'initiative de toute autre chose qui nous est très proche avec leurs idées. Donc s'il faut résumer quels sont les objectifs de Art Boven Art et toute autre chose réunis, on pourrait dire que c'est un objectif double. D'une part, lutter contre l'austérité, et d'autre part, construire ensemble une toute autre société. Facile évidemment avec une appellation comme toute autre, on peut dire tout ce qu'on veut, mais enfin voilà, une toute autre société. Alors pour ce qui concerne le mouvement toute autre chose, donc celui qui concerne la partie francophone du pays, donc on a mis un petit peu plus de temps. On a commencé à se rassembler en octobre, voilà, on a mis un petit temps à réfléchir et on s'est constitué à l'annonce de cette fameuse grande grève générale dont vous avez entendu parler, puisque elle a quand même fait beaucoup d'émules et un beau combat. Et donc très vite, la plateforme francophone a fait comme la plateforme flamande, elle a regroupé beaucoup de signatures. De notre côté, on a, je dirais proportionnellement, plus de citoyens et moins d'associations, puisque, enfin c'est des chiffres, hein, mais voilà, on est à presque 12 000 signatures de citoyens, puisqu'on peut signer à la fois comme collectif ou comme citoyen, et 150 collectifs signataires. Alors, on a travaillé également sur nos vœux, des souhaits, nous on les appelle les tout autres horizons. C'est les mêmes en fait, hein, voilà, nous avons en fait, voilà, une version francophone, une version flamande. Ce sont en tout cas les 10 souhaits de société qui recoupent évidemment 10 objets de lutte, 10 thématiques. Si je les cite très rapidement, hein, si vous voulez avoir des détails là-dessus, soit vous prenez des papiers qui sont là-bas, soit vous allez voir sur nos sites internet respectifs. Je les cite rapidement. Les biens communs, par tous et pour tous. La justice sociale, une place pour chaque génération. Solidarité contre la pauvreté, un travail digne, un cadre de vie épanouissant. La diversité, l'écologie, citoyens sans frontières et bien sûr la démocratie, puisque la démocratie est au cœur de notre combat. Notre idée, c'est quand même de ramener ou amener dans la lutte des citoyens qui ont perdu le contact avec la politique, voire le politique. C'est pour ça que nous organisons des débats, des tables de débat, et qu'on essaye d'aider chacune à se réapproprier une parole qui est peut-être un peu perdue ou peut-être appropriée par certains, et que cette fameuse transversalité est pour nous une chose importante. On a envie que, même si les gens ne sont pas des experts, Dieu sait si on a parlé des experts tout à l'heure, et qu'on en a marre d'entendre parler d'experts, en fait chacun d'entre nous peut être un expert à sa manière. En tout cas, chacun d'entre nous a un avis à donner sur la société dans laquelle il vit, et l'objectif c'est de pouvoir donner cette parole-là. Cela nous amène évidemment, avec nos 10 vœux, à les défendre publiquement. Et comment le fait-on? Sans doute une partie d'entre vous est déjà au courant. Nous organisons une grande parade à Bruxelles le 29 mars.
En fait, qu'est-ce que c'est que cette parade? Ce n'est pas un carnaval comme j'ai déjà entendu. C'est une manifestation, voilà, contre l'austérité, pour porter, c'est dit, tout autre horizon, mais sous une forme festive, à la belge, quoi. Si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on n'en profiterait pas pour s'amuser un peu, pour avoir des choses un peu décalées? Et donc, bon, si d'aventure d'autres veulent en savoir davantage là-dessus, on peut vous l'expliquer après pour ne pas faire trop long. Et je vais donc repasser la parole à Joséphine qui va vous expliquer comment le mouvement s'étend. On a commencé avec une organisation assez centrale, une équipe qui s'occupe de la communication, une équipe d'action qui cherche des actions pour faire. Mais on a très vite senti la nécessité pour avoir aussi une décentralisation et de travailler dans les villes ou les régions à part aussi, parce que chaque ville ou chaque région a ses propres spécificités et les propres enjeux. À Bruxelles, par exemple, il y a toute une organisation qui s'occupe des problématiques ou des enjeux à Bruxelles. Et qui est bilingue. Et maintenant à Courtrai aussi, on a à partir d'octobre une groupe qui s'occupe des soirées de débat. On va faire des soirées comme ça d'amusement. Parce que oui, on veut bien un autre gouvernement, mais c'est pas fait comme ça. On veut avant tout une autre société, et ça commence avec nous, et des petites choses qu'on peut déjà changer dans notre propre vie ou propre région. Voilà, alors, on remercie cette association citoyenne qui vraiment a inspiré très largement le texte qui entoure le document de 4 pages que nous vous avons fourni, hein, et qui est une proposition à débattre ce soir d'ailleurs, pour tenter de constituer une plateforme transfrontalière des associations, des syndicats, des mouvements et aussi des citoyens, hein, qui sont ou qui ont la volonté de s'engager dans la lutte contre l'austérité au-delà des frontières, parce qu'aujourd'hui cette affaire concerne absolument tous les peuples d'Europe et d'ailleurs dans le monde. Alors nous allons maintenant céder la place à Philippe Van Kersbilt, qui est un fin connaisseur du mouvement social belge. Il est secrétaire national, il y a un escalier par là, Philippe, secrétaire national de la CNE, hein, et il est aussi un des animateurs de l'Intersummit. Hein, il vient, je crois, pour la 2e fois à Lille, hein, pour un meeting. Merci d'être venu. Merci Vlad. Je viens pour la 2e fois à Lille pour un meeting, mais je viens parfois à Lille pour le plaisir aussi. Parce que pour nous, Belges, venir dans cette grande ville du Sud, qui est Lille, c'est un jour agréable. Donc merci en tout cas pour l'invitation. C'est aussi un plaisir, un honneur pour moi que vous me donniez la parole pour clôturer ce meeting et donc pour entamer la discussion qui j'espère sera intéressante. Je vais vous lire 4 idées qui me paraissent des instruments d'analyse utiles sur base de mon expérience syndicale belge et européenne, syndicale et quand même aussi associative et sociale. Et puis après avoir dit 4 éléments d'analyse, donc vous ferez ce que vous voulez, par exemple les mettre à la poubelle s'ils ne vous intéressent pas, je vous dirai 2 ou 3 trucs que je vois comme des perspectives d'action. Alors, premier élément d'analyse, c'est de se demander finalement pourquoi il y a des politiques d'austérité en Europe depuis maintenant environ 4 ou 5 ans. Parce que sur le plan social, sur le plan des droits sociaux, il n'y a pas besoin d'expliquer, c'est un recul extraordinaire pour tout le monde. Surtout pour les femmes, surtout pour les jeunes, surtout pour les personnes peu qualifiées, les migrants, mais globalement pour plus de 90% de la population, comme on dit ici, c'est un recul social. Mais je crois qu'il y a, c'est mon premier point, une erreur qu'on ne doit pas commettre, serait de dénoncer uniquement le caractère antisocial. Et d'avoir l'air un peu de pleurnicher sur nos droits sociaux, sur la pauvreté, sur le drame que vivent les chômeurs et les malades. C'est vrai, mais c'est pas assez. Parce que ce qu'on doit voir aussi, c'est que l'austérité, elle est aussi anti-économique. Chiara l'a dit, l'austérité, elle crée la dette, elle aggrave les déficits. C'est quand même pas très compliqué à comprendre que
si les gouvernements dépensent moins, que le système de protection sociale distribue moins d'argent, si les salaires sont plus bas, ben, au total, il y a moins d'activité économique, il y a moins de recettes pour l'État, donc il y a aussi moins de consommation. Et donc l'austérité, elle aggrave le déficit public et privé, elle aggrave la dette et elle détruit l'économie. Et puis il a un troisième tort, elle est antisociale, je l'ai dit, anti-économique, mais elle est suicidaire démocratiquement, parce que les gens commencent à se dire dans un certain nombre de pays, et chez vous malheureusement, on le sent douloureusement, que à quoi ça sert de voter et de se casser le cul à voter bien, puisque de toute façon à la fin les politiques c'est toujours les mêmes, et que si par hasard ils veulent faire autrement, la Commission européenne va venir les casser, et que leur situation concrète se détériore. Et donc l'austérité, elle est dangereuse pour les droits sociaux, dangereuse pour l'économie, dangereuse pour la démocratie. Alors la question que je pose, c'est mon premier instrument d'analyse, c'est de dire, est-ce que tous les dirigeants politiques européens sont des crétins finis? Vous avez envie de répondre oui, mais c'est de la mauvaise humeur, parce qu'en réalité la réponse est non. Je ne pense pas qu'ils soient tous des crétins finis. Certains sont allés à l'école, parfois très longtemps, et puis pour être chef de la mare des requins, il faut être assez malin. Donc je ne pense pas que ce sont des crétins finis. Donc il y a une autre raison. Et la raison, je pense, c'est ce qu'un peu le théâtre de l'opprimé a montré là tout de suite, c'est que l'austérité, c'est finalement le plus court chemin pour faire en 30 ans ce que les élites économiques, pour faire en 3 ans, ce que les élites économiques n'ont pas su faire en 30 ans, c'est transformer un modèle social relativement égalitaire et redistributif en un paradis néolibéral. Et donc, il faut bien regarder l'austérité pour ce qu'elle est. Ça n'est pas un problème de recul limité, regrettable des droits sociaux, c'est un changement de culture, c'est un changement de société, c'est un changement de civilisation. Et donc quand on est dans le combat contre l'austérité, on n'est pas dans le combat social peut-être classique d'il y a 20 ou 30 ans, de dire les patrons veulent pas d'augmentation et nous on veut 1 euro et on va avoir 50 centimes. C'est autre chose. Deuxième élément d'analyse qui est assez convergent, je crois, avec le premier, c'est de dire que arrêtons de croire qu'il y a un problème d'argent. Ou alors, s'il y a un problème d'argent, c'est pas celui qu'on nous dit. C'est pas qu'on en manque. S'il y a un problème d'argent, c'est qu'il y en a trop. Pendant le temps de la crise, 2008 à aujourd'hui, le nombre de millionnaires en euros dans l'Union européenne a doublé. Doublé. Pendant la crise. Donc, s'il y a un problème d'argent, c'est en tout cas pas qu'on en manque. Vous allez me dire, oui, mais bon, ça c'est un truc, c'est juste un chiffre comme ça. Donc, je vous donne d'autres chiffres. C'est toujours emmerdant les chiffres pendant les conférences, mais je vais vous en donner quand même un peu. Je vous donne d'abord les chiffres belges. Vous ferez après l'exercice en calcul mental que pour la France. Le PIB, donc la richesse qu'on produit chaque année en Belgique, vous savez ce que c'est le PIB, hein, c'est la richesse supplémentaire créée par les travailleurs. En Belgique, c'est un peu moins de 400 milliards d'euros. On est un peu moins de 11 millions de Belges. On divise 400 milliards par 11 millions, ça fait combien? Environ 36 000. Voilà, 36 000 euros par an. 36 000 euros par an pour chaque Belge, du nourrisson jusqu'aux ancêtres. Moi, dans ma famille, on est 5. Ma compagne, 3 enfants. 36 millions par an, ça fait 3 000 euros par mois, vous me suivez? 3 000 euros par Belge, du nourrisson jusqu'aux ancêtres, ça veut dire que ça fait, pour ma famille, 15 000 euros par mois. Je n'ai pas 15 000 euros. Simplement avec ce chiffre-là, je veux vous dire que si on répartissait la richesse produite dans nos pays de manière égale, alors vous me direz, oui, il faut aussi de l'argent pour les fonctions collectives, les services publics, etc. C'est vrai. Mais même si on n'en distribue que la moitié, on est dans une société extrêmement riche. Extrêmement riche. Parce que mes 36 000 euros par citoyen et par an, ils sont le double, plus que le double, de ce que toutes les études mondiales comparatives disent qu'on a besoin pour satisfaire le bien-être complet d'une population. Toutes les études qu'on fait au niveau mondial disent à 15 000 $, donc un peu moins d'euros, on s'en fout, à 15 000 $ par an et par personne, l'augmentation de la croissance, vous savez, la 5 croissance revient parmi les tiers, l'augmentation de la croissance, elle ne produit pas de bien-être supplémentaire. Je n'ai pas de graphique, mais vous pouvez l'imaginer. L'augmentation du bien-être relié à la croissance, c'est qu'au début, ça croît très vite. Quand vous passez d'une richesse par personne et par an de 1 000 euros par an à 2 000 euros par an, vous faites exploser le bien-être. En termes d'espérance de vie, mortalité infantile, scolarisation des enfants, tout ça.
Quand vous passez de 2000 à 4000, ça augmente encore. Quand vous êtes 15 000, schnoll, ça n'augmente plus. Or, nous, on est à 36 000, je ne sais pas, faites le calcul pour la France, c'est combien le PIB de la France? Il y a bien sûrement quelqu'un qui sait. 2000 milliards. 2000 milliards, à diviser par 60 millions. Ouais. Je ne sais pas le faire comme ça en calcul mental, mais je fais le pari avec vous que vous êtes très loin au-dessus des 15 000 $ par an et par Français, qui fait que, de toute manière, on n'augmente plus le bien-être en augmentant votre richesse monétaire. Et donc, ça veut dire, c'est mon deuxième élément, arrêtons de croire que le problème c'est la croissance, ou c'est l'argent, ou c'est qu'on devrait essayer de faire des économies. Le problème, c'est la répartition égalitaire et l'utilisation intelligente de l'argent. Aujourd'hui, on est dans des sociétés qui ont trop d'argent, et l'argent, je peux en discuter avec vous après si vous voulez, mais je ne vais pas être trop long, l'argent est au moins autant un problème qu'une solution, vu la manière dont il est employé. Je change un peu de sujet, mais pas tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à combattre ce système d'austérité qui détruit les réseaux sociaux, qui détruit l'économie, qui détruit la démocratie, dans des sociétés où il y a trop d'argent? Je pense qu'il y a un élément, parce que Vlad m'a demandé de parler de l'actualité des luttes sociales en Belgique et en Europe, il y a un élément que les mouvements sociaux doivent apprendre. Peut-être que vous l'avez appris depuis longtemps, dans ce cas-là je perds votre temps, c'est, vous avez cette expérience. Quand on va vers notre gouvernement, national ou régional, et qu'on proteste contre une mesure de privatisation, de licenciement, de fermeture de services publics, de baisse de subventions, toujours le gouvernement dit « Ah oui, vous avez raison, mais c'est pas de ma faute. C'est l'Union européenne qui a décidé. » Parfois ils disent Bruxelles, mais Bruxelles c'est aussi une ville où il y a des gens qui habitent. Mais bon, ils disent « C'est l'Union européenne qui a décidé. » Alors nous, comme mouvements sociaux, disciplinés, gentils, on va vers l'Union européenne. Et on dit l'Union européenne, c'est pas bien, à cause de vous, il y a des reculs des droits sociaux, tout ça. Et l'Union européenne nous dit, ah les amis, vous avez raison, mais ce sont vos chefs d'État qui ont décidé. Et donc on est pris, vous avez peut-être connu ça, quand vous étiez enfant, dans les foires, il y a des palais des glaces, là, on rentre dans un palais avec des miroirs partout, alors on ne sait plus où on est. Quand on est entre les États nationaux et l'Union européenne, on est dans le piège magique d'un palais des glaces. Et donc, on perd son temps si on continue à se demander, est-ce qu'il faut des luttes nationales ou est-ce qu'il faut des luttes européennes? Parce que si on fait des luttes nationales, on est foutu. Si on fait des luttes européennes, on est foutu. Et donc il faut des luttes qui soient en même temps nationales et européennes, parce que c'est un seul système en fait. Ils nous font croire qu'il y a l'Europe et puis il y a les États, etc. Mais en fait, l'Europe, elle est dirigée par un conseil des 28 chefs d'État, et puis la Centrale européenne et le président de la Commission. Mais c'est un seul système. Et donc, si on veut qu'on jette austérité dans des sociétés trop riches, en tout cas trop remplies d'argent mal utilisé, affronter ce pouvoir, on doit comprendre qu'il n'y a en fait pas différents pouvoirs, mais il y a un système de pouvoir qu'on doit pouvoir critiquer et analyser comme un seul système. Et mon dernier élément d'analyse est plus relié à l'actualité, mais c'est dans la continuité de cette question européenne, c'est qu'est-ce qui se passe en Grèce. Ce qui se passe en Grèce, vous le savez aussi bien que moi, mais 2-3 éléments d'analyse. L'arrivée au pouvoir d'un gouvernement qui, pour la première fois, dit l'austérité, c'est non. Vous avez de la chance en France, vous avez un gouvernement socialiste. Nous, on a un gouvernement de droite et de droite ultranationaliste. Ah, vous aussi. Ok. Alors, on a eu de tous les gouvernements. Des gouvernements de droite-droite, de gauche-droite, de droite-gauche. Maintenant, une bonne partie des pays d'Europe sont dirigés par des coalitions gauche-droite. Ça veut dire qu'en fait, on nous fait croire que la gauche et la droite, ça n'a pas d'importance, puisqu'on peut la mettre ensemble, comme en Allemagne, dans un même gouvernement. L'arrivée d'un gouvernement dans un petit pays d'Europe, qui économiquement compte très rien, d'un gouvernement qui dit l'austérité, c'est non. C'est pas oui, mais un petit peu moins, oui, mais avec un peu de, comment on dit, lubrifiant. Non, c'est non. Alors c'est une arrivée qui a deux significations. Une signification pour les Grecs d'abord, et puis une signification pour les Européens. Pour les Grecs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un gouvernement qui dit on va s'attaquer à l'urgence humanitaire. Vous le savez peut-être, vous avez lu ça, vous avez entendu ça. Le taux de suicide a explosé en Grèce depuis le début de la crise. Le taux de mortalité infantile, l'espérance de vie diminue, la faim augmente. On a dans les villes des gens qui doivent ramasser les poubelles pour se nourrir.
à cause de la situation humanitaire. Donc, premier enjeu pour ce gouvernement en Grèce, c'est restaurer un minimum de sécurité humanitaire dans le pays. Mais un deuxième enjeu, c'est, à la table des 28, ils ne sont pas les bienvenus, mais ils sont assis quand même, c'est de dire on est capable d'arrêter la machine de l'austérité. Alors ce qui est important pour nous, on est belges, on est français, on est citoyens du monde ici, c'est de se rendre compte que ces deux enjeux-là, l'enjeu humanitaire dans les rues d'Athènes ou de Thessalonique, et l'enjeu austéritaire autour des tables rondes de Bruxelles, des chefs d'État, ils sont évidemment différents, on ne peut pas les confondre. On ne peut pas dire aux Grecs, écoutez les amis, vous allez continuer à crever de faim, mais les négociations de Bruxelles se passent très bien. Mais ces deux enjeux sont une condition nécessaire l'un de l'autre. Si le gouvernement de Tsipras devait échouer sur la solution humanitaire en Grèce, il serait très peu légitime aux yeux de ses électeurs pour dire on va continuer à négocier en Europe. Mais dans l'autre sens, s'il doit échouer en Europe à défendre une position de rupture avec l'austérité et avec la dette, comme Chiara l'a rappelé, il n'aura pas les moyens alors de payer un salaire minimum, d'embaucher des fonctionnaires, de permettre qu'il y ait un service de santé ou de la culture ou de l'enseignement qui fonctionne en Grèce. Et ça veut dire ça, que pour nous tous, si on est opposé à l'austérité en Europe, on a alors un double devoir maintenant, je crois. C'est un, être solidaire avec la Grèce. Et je vais être précis, être solidaire avec la Grèce, être solidaire avec le peuple grec, être solidaire avec les organisations et les syndicats grecs, et, j'ose, être solidaire avec le gouvernement grec. Moi, je suis dans un syndicat furieusement jaloux de son autonomie politique. On n'a pas d'amis politiques, nulle part. Mais ce gouvernement-là, pas le parti Syriza, ça je m'en fous. Ce gouvernement-là, il est en train de faire un travail dont nous avons besoin. Et l'autre chose qu'on doit faire, c'est mener la lutte anti-austéritaire chez nous. Et pour ça, je vous ai dit 4 éléments. Pour ça, très très vite, quelques réflexions sur les actions à mener. D'abord, je pense que c'est vraiment extrêmement encourageant que des camarades français invitent aussi les Belges, et aussi Flamands et Wallons et Bruxellois à parler. Mais s'il vous plaît, ne croyez pas qu'il y ait des modèles. Il faut chaque fois réinventer ou continuer à inventer avec ses propres bases. Et donc, ayez ici dans le Nord la fierté de ce que vous faites, parce que nous, souvent, on est jaloux de ce que vous faites beaucoup mieux que nous. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est, on est ici dans une salle entre militants, c'est bien, c'est nécessaire, mais on ne changera rien si on ne sort pas de l'entre-soi. Il y a à Lille, probablement aujourd'hui, je ne sais pas, 500 000 personnes qui s'occupent de telles choses intéressantes, ou bien qui sont devant la télévision, comme le conseiller la très sainte Église de la consommation. Il faut parler entre nous, mais il faut pouvoir parler avec les autres. C'est le plus difficile. C'est 1000 fois plus facile de faire même ce que je fais ici, prendre la parole devant des camarades et des collègues, qu'au café, ou en famille, ou dans l'entreprise, de pouvoir dire aux gens, attendez, il y a des trucs dont j'aimerais parler avec vous. Et la dernière chose, c'est la question de l'unité d'action. Évidemment, on a besoin d'une unité d'action internationaliste. J'espère que ce beau mot d'internationalisme est un mot familier pour vous. C'est le mot qui dit que les intérêts des ouvriers et des travailleurs d'un pays et d'un autre sont plus proches que ceux des ouvriers d'un pays avec le patron de ce pays-là. Et donc pour ça, si on croit que l'internationalisme et l'unité d'action c'est très importante, l'invitation des camarades français était vraiment très bienvenue. Et je les remercie.